Quelque chose rôde entre les murs du manoir Rutland. Un silence ancien. Une cloche qui ne sonne plus. Et un nom qu'on ne prononce jamais. Sous les broderies, les prières, les faux sourires, se cache une vérité cousue à la main, et jamais vraiment oubliée. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Je me souviens de Little Compton comme d'un lieu qui n'aimait guère le changement. Un village ourlé de haies anciennes, où les saisons s'installaient sans fracas et où les jours semblaient glisser les uns dans les autres, comme les pages d'un missel familier. C'était une de ces bourgades où les silences comptaient davantage que les conversations, et où chacun connaissait non seulement le nom de ses voisins, mais aussi la manière dont ils prenaient leur thé. Dominant la vallée, au sommet d'un repli boisé, se dressait le manoir des Rutland, massif, noble, un peu oublié, à l'image de ceux qui l'habitaient encore. Chaque soir, à 17 heures précises, une cloche en bronze résonnait depuis la petite tourelle de pierre attenante au flanc nord de la maison. Son timbre grave descendait jusqu'aux premières maisons du bourg et rebondissait sur les pierres du presbytère, comme un rappel discret que le temps, ici, obéissait à d'autres règles. Il ne s'agissait pas d'un appel religieux, ni d'un signal public. La cloche appartenait aux Rutland depuis des générations. Son usage n'avait jamais été tout à fait expliqué, mais tout le monde savait qu'elle sonnait chaque soir au crépuscule, depuis au moins 2 siècles. Une habitude, disaient certains. Un hommage, murmuraient d'autres. Personne ne s'en étonnait, car à Little Compton, on respectait les rites, même ceux dont on ne comprenait plus l'origine. Ce qui me frappait, surtout, c'était cette manière qu'avait le village entier de s'interrompre, très brièvement, au moment où le son s'élevait. Une seconde suspendue. Le boucher, le facteur, la postière, chacun s'arrêtait l'espace d'un souffle. C'était imperceptible, mais je l'avais noté. Comme si le village tout entier retenait quelque chose qu'il n'osait formuler. Il m'a toujours semblé que les familles anciennes portent en elles une sorte de fatigue. Celle des gloires passées, des alliances fanées, des décisions qu'on ne commente plus. La famille Rutland, dans notre comté, était précisément de celle-là. Une lignée de juges, de colonels, de femmes droites et de mariages prudents. On parlait peu d'eux, mais on leur laissait leur place dans l'église, et leurs noms figuraient encore sur les plaques de marbre du chœur. Lady Eleanor Rutland, la dernière occupante du manoir, vivait seule avec son majordome, quelques domestiques discrets et de temps à autre, la visite de sa nièce Sibylle. Elle apparaissait rarement en public, toujours vêtue de gris ou de bleu nuit, le regard haut, mais absent. Il se disait qu'elle recevait encore des lettres scellées de cire et qu'elle prenait le thé à la même heure que sa mère autrefois. J'ignore ce qui relevait du vrai ou de la projection collective. Mais il était certain que le temps ne passait pas pour elle comme il passait pour nous. Le rituel de la cloche, disait-on, avait été instauré au XIXe siècle, lorsque l'un des Rutland, de retour d'Inde, avait introduit l'idée d'un appel au recueillement. C'était flou, incertain. Personne n'avait retrouvé de traces écrites, mais tout le monde s'en souvenait comme si c'était écrit dans les pierres mêmes du domaine. Elle était sonnée, chaque soir, par le majordome, ou l'un de ses ancêtres, selon une stricte tradition. 3 fois longue, une pause, puis 2 coups brefs. Il y avait dans ce geste un mélange d'orgueil, de mélancolie et de foi. Ou peut-être simplement le besoin de dire que malgré les années, les Rutland étaient encore là. Et que le manoir se souvenait de lui-même. C'était un soir d'octobre, humide et tiède. Un de ces soirs où l'on sent que l'automne n'a pas encore décidé s'il doit mourir ou s'imposer. J'étais assise à ma fenêtre, tricot entre les doigts, les pensées perdues dans un fil qui ne voulait pas se tendre droit. Et puis, la cloche a sonné. Pas comme d'habitude. J'ai levé la tête immédiatement. Ce n'était pas tant le son lui-même. La cloche avait toujours cette voix grave et voilée. Mais son heure. Elle avait retenti plus tôt. 10 minutes peut-être. Pas beaucoup. Mais suffisamment pour que je le sache sans consulter l'horloge. J'ai tendu l'oreille, comme on le fait quand on doute de ses propres sens. Mais le silence qui a suivi me l'a confirmé. Le village n'avait pas encore ralenti. Les enfants jouaient encore dans la ruelle. Le facteur n'était pas passé, c'était trop tôt.
J'ai attendu qu'un autre coup vienne corriger le premier. Une erreur, peut-être une corde tirée par mégarde. Mais rien ne s'est produit. Le son s'était installé dans l'air comme un aveu mal formulé. Et je savais, à ce moment précis, que quelque chose avait glissé hors de son axe habituel. Je suis resté sans bouger. Une cloche peut sonner un peu trop tôt sans que personne ne s'en inquiète. Mais à Little Compton, un détail infime suffit parfois à faire trembler tout un passé. Le lendemain, à l'épicerie, les conversations furent plus feutrées qu'à l'ordinaire. Personne ne parla de la cloche. Ce n'est pas ainsi que les choses se font dans un village. On parle de pluie, de confiture, des feuilles qui bouchent les gouttières, du chien du vicaire. Mais derrière chaque mot, j'entendais l'écho de cette note trop tôt frappée. Une vieille couturière, Madame Ashbury, se tenait près du comptoir, choisissant des boutons qu'elle n'achèterait pas. Lorsqu'elle me vit, elle me sourit sans les yeux. Puis, comme si elle avait cueilli son courage dans un pli de sa manche, elle murmura presque pour elle. Une cloche qui sonne sans heure, c'est souvent que quelqu'un l'attendait. Elle n'ajouta rien. Elle ne regarda personne. Et pourtant, je vis 3 têtes se tourner furtivement dans sa direction. Comme si un souvenir ancien venait d'être réveillé. J'aurais pu parler. J'aurais pu répondre. Mais je savais déjà que le silence était plus utile qu'une question mal posée. À Little Compton, les vérités n'arrivent jamais d'un seul coup. Elles se déposent, comme la brume du matin sur les tombes, lentement, sans heurts, mais avec une insistance qui finit par percer les pierres les plus vieilles. Ce n'est que plus tard, en fin d'après-midi, qu'un détail remonta jusqu'à moi, porté par les détours sinueux de la rumeur. Un promeneur, M. Kelsey, professeur à la retraite, passionné d'orchidées, avait pris sa marche quotidienne le long de la haie sud du manoir, là où le jardin s'étire vers la lisière. Il n'était pas un homme sujet à l'imagination. Il chronométrait ses pas, connaissait chaque pierre de bordure, saluait les mésanges comme des voisines régulières. Ce jour-là, il avait vu, ou cru voir, une silhouette quitter le jardin, en passant par une porte basse que peu de gens savaient encore utilisable. Une forme grise, fine, presque pressée, avait-il dit en replaçant ses lunettes. Il n'avait pas reconnu la démarche. Mais il avait noté l'heure. Quelques minutes après le son prématuré de la cloche. Il n'y croyait pas, vraiment. Mais il ne l'oubliait pas non plus. Je n'y croyais pas non plus. Mais j'y pensais depuis. Il y a dans certains mouvements une intention cachée que l'œil ne sait pas nommer, mais que l'esprit enregistre malgré lui. Ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que cela fait à ce que l'on voit ensuite. Depuis ce moment, je n'ai plus regardé le manoir des Rutland comme avant. Et je savais, sans pouvoir l'expliquer, que la cloche n'avait pas seulement annoncé le crépuscule. Elle avait averti. Je ne sus que plus tard ce qui s'était passé ce matin-là, mais avant qu'on ne me dise quoi que ce soit. Le village avait changé de rythme. Il ne s'agissait pas d'un silence ordinaire, mais d'un ralentissement volontaire, presque cérémonieux. À Little Compton, la mort d'un notable ne passait jamais inaperçue. Mais celle de Lady Eleanor Rutland avait figé quelque chose de plus profond. La nouvelle arriva par la boulangère, les mains encore poudrées de farine, le souffle bas, comme si le murmure suffisait. On l'avait retrouvée dans la chapelle du manoir, étendue sur le prie-dieu, sans vie. Le médecin avait été appelé, mais il n'avait pu que constater ce que tout le monde soupçonnait déjà. On parle rapidement de crise cardiaque. Après tout, elle était âgée, fragile, et ces dernières semaines, plusieurs l'avaient trouvée plus pâle, plus lasse. Mais ce n'était pas tant la mort en elle-même qui troubla le village. C'était le lieu, la chapelle. Peu de gens y entraient encore. Et personne ne s'attendait à ce qu'elle y soit seule, si tôt, avant l'aube. L'encens, dit-on, flottait encore dans l'air lorsqu'on ouvrit les lourdes portes. Une odeur ancienne, presque solennelle. Trop présente pour être accidentelle. Ce fut la servante, Molly, qui la trouva. Elle ne parla guère après, juste un mot. Elle priait. Et puis elle se tut, comme si nommer le silence l'avait trop exposée à ce qu'elle avait vu. On ne m'en fit part qu'à demi-mot, comme si certains détails ne méritaient pas d'être dits à haute voix. Mais le médecin, un homme prudent et peu porté à l'exagération, avait remarqué quelque chose d'étrange. Il avait examiné le corps sans se presser, selon l'habitude,
prenant soin de ne rien affirmer trop tôt. Puis, à voix basse, il avait partagé son trouble avec le vicaire. Ce n'était pas tant l'état du cœur, ni la tension. Elle avait eu des épisodes auparavant. Mais l'expression figée du visage. Pas de douleur, non. Une terreur. Quelque chose de figé, comme si la mort l'avait surprise au milieu d'une vision intérieure. Les traits étaient crispés, les lèvres serrées, les paupières à peine entr'ouvertes, et cette ride au front, une ride que la peine n'avait pas effacée. Il n'insista pas. Il ne le note pas dans son rapport. Ce genre d'observation ne figurait pas dans les causes officielles. Mais il en parla tout de même, parce que cela l'avait frappé, et parce que ceux qui connaissaient Lady Eleanor savaient qu'elle n'était pas une femme à se laisser aller à la peur. Elle maîtrisait ses silences comme d'autres leurs discours. Elle ne pliait pas, ne tremblait pas. Alors que s'était-il passé dans cette chapelle? Pourquoi cette crispation étrange, au cœur même d'un lieu censé offrir la paix? J'y pensais sans rien dire, mais le doute avait pris racine. Ce qui me troubla davantage fut la manière dont chacun accueillit la nouvelle. Victor Rutland, revenu d'Amérique depuis peu, se montra présent mais curieusement effacé. Il parlait peu, répondait avec retenue, et semblait éprouver davantage de fatigue que de chagrin. Lorsqu'on lui adressait des mots de sympathie, il hochait la tête comme s'il les recevait dans une langue qu'il ne parlait plus. Quant à Sibylle, la nièce, elle apparut plus tendue encore que de coutume. Elle ne pleura pas, personne ne s'y attendait vraiment. Mais son agitation n'avait rien d'habituel. Elle errait d'une pièce à l'autre, répondait à côté, oubliait des choses simples, et se reprenait aussitôt. Une nervosité à peine contenue, comme si elle guettait un bruit qu'elle seule entendait. Ce furent les domestiques qui parlèrent en premier. Discrètement, bien sûr. Ils avaient entendu des voix la veille, dans le bureau. Un échange tendu, puis un silence brutal. Rien de scandaleux, juste quelque chose qui dérangeait, comme une tension entre deux personnes qui se connaissent trop. Et déjà, sans qu'on le veuille vraiment, les murmures se formaient. Une mort naturelle, oui, mais peut-être pas si paisible. Les mots étaient prudents, mais les silences, eux, devenaient lourds. J'étais chez Florence depuis 2 jours à peine. Elle m'avait invité pour me distraire un peu, disait-elle, et profiter de l'air plus doux de Little Compton. J'avais accepté avec plaisir, sans rien prévoir. Mais les circonstances, comme souvent, se jouèrent de nos intentions. Ce matin-là, Madame Pomfrey vint prendre le thé avec nous. Une vieille amie de Florence, ancienne institutrice, vive d'esprit mais d'un naturel prudent. Elle arriva avec une brioche dans une main et des nouvelles dans l'autre. Nous parlâmes d'abord des choses habituelles, du temps, du jardin, des rhumatismes. Puis, sans changer de ton, elle évoqua le décès de Lady Eleanor. Elle ne semblait pas surprise. C'était, selon elle, une femme toute en tension. Le mot me frappa. Elle ajouta qu'elle n'avait jamais vu Eleanor prier. Elle priait comme on se tient droite, pour ne pas tomber. Et puis elle mentionna un détail. Il paraissait anodin, mais éveilla en moi un frisson léger. Le majordome, M. Barnes, matin là, avant 9 heures. Or, d'ordinaire, il préparait la cloche bien plus tôt. Il avait dit s'être endormi. Cela aurait pu passer pour une fatigue ordinaire. Mais dans une maison où chaque geste obéissait à une tradition stricte, une telle absence sonnait comme une dissonance à peine voilée. Je notais cela sans y toucher. Mais déjà, une image revenait me hanter. Celle d'un rituel interrompu, ou dévié. C'est au marché que je l'entendis pour la première fois, sans chercher à l'entendre. 2 jeunes servantes discutaient à voix basse près de l'étal de fromage, croyant sans doute que personne ne les écoutait. Elles parlaient du soir de la mort, de la cloche, et de celui qui l'avait actionnée. Ce n'était pas Barnes, disait-elle. Il avait confié à l'une d'elles, un peu tard dans la soirée, qu'il n'était pas en état ce jour-là. C'est le jeune Victor qui s'en est chargé, aurait-il soufflé. Cela ne lui ressemblait pas. Barnes était de ces hommes qui préfèrent boiter plutôt que de déléguer une tradition. Mais plus encore que l'identité du sonneur, c'était le ton employé qui me frappa. L'une des filles avait murmuré « Ce n'était pas le bon son ». Je compris alors ce que mon oreille avait déjà perçu sans le formuler. Le timbre de la cloche, ce soir-là, n'était pas le même. Pas plus aigu, ni plus grave, non.
mais décalé, comme un mot ancien mal prononcé. Une variation presque imperceptible, sauf si l'on connaissait son écho par cœur. Je quittais le marché plus tôt que prévu. Quelque chose s'était mis en marche. Une vérité, ou un mensonge, avait vibré dans l'air du soir. Et je commençais à penser que la cloche n'avait pas simplement sonné trop tôt. Elle avait, peut-être, sonné autre chose. Je n'étais pas la seule, manifestement, à avoir entendu dans cette cloche une dissonance que personne n'osait nommer. Le village, qui d'ordinaire se repliait sur ses habitudes comme un chat sur un coussin, avait commencé à parler. À sa manière. Oblique, précautionneuse, feutrée. Chez l'épicier, les voix ne portaient jamais loin. Mais ce matin-là, elles glissaient entre les bocaux de confiture et les balances en cuivre avec une légèreté inhabituelle. 3 femmes attendaient leur tour, sans se presser, échangeant des propos qui semblaient n'avoir ni début ni fin. Eleanor Rutland avait l'air fatiguée, disait-elle. Pâle, souvent absente. Elle avait repris ses visites à la chapelle plus régulièrement ces derniers temps. Une d'elles, dont le mari était jardinier, avait vu Lady Eleanor s'y rendre au lever du jour, plusieurs fois dans la semaine précédant sa mort. Elle ne voulait plus dormir, vous savez. Ce mot glissa doucement dans l'air. Il ne fut pas repris. Mais je sentis que chacune savait ce qu'il voulait dire. Il n'était pas question de maladie, ni de faiblesse. On parlait d'un trouble intérieur, d'un tourment ancien que l'âge n'avait pas éteint. Une autre dit qu'elle avait surpris un regard d'effroi, fugitif, dans les yeux de Lady Eleanor, alors que celle-ci quittait la messe. Personne n'insista. Mais les mots flottaient, suspendus entre les cabas et les torchons pliés. Et moi, j'écoutais. Car dans ces demi-phrases résidait peut-être la vérité qu'aucun rapport médical ne dirait jamais. Le nom de Victor Rutland revint bientôt dans la conversation, comme on évoque une note trop forte dans une partition autrement bien connue. Il était revenu depuis peu, après de longues années passées outre-Atlantique. Les villageois n'avaient jamais compris ce départ, ni tout à fait accepté ce retour. On parlait de lui avec cette retenue qui entoure les absents revenus trop tard. Il était grand, élégant, mais froid, poli sans chaleur. Il ne s'était jamais vraiment mêlé aux affaires du domaine, et certains disaient que son regard glissait sur les vieilles pierres du manoir comme sur des meubles dont il ne se souvenait plus avoir hérité. Un homme prétendit l'avoir vu, 2 jours avant la mort de sa mère, entrer dans la chapelle en claquant la porte. Il n'avait pas prié. Il avait simplement regardé autour de lui, longtemps, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait oublié. Mais ce qui murmurait le plus, c'était l'argent. Il aurait eu des difficultés, là-bas, des dettes peut-être, ou des affaires échouées. Rien de précis, bien sûr, juste un mot, un ton, une allusion. L'Amérique, disait-il, n'avait pas fait de lui un homme meilleur, seulement plus distant. Et s'il était revenu, c'était, suggéra-t-on, moins par affection filiale que par nécessité. Un toit, une fortune, un nom encore debout, et une mère vieillissante, qu'il ne fallait plus attendre trop longtemps. La conversation glissa, comme elle le faisait souvent à Little Compton, du présent au passé, puis au futur. Ce futur si fragile qu'il portait presque toujours le nom d'un testament. La question de l'héritage, jusque-là tenue à distance, s'invita dans les esprits comme une brume légère mais tenace. Lady Eleanor, apprit-on, aurait récemment consulté un notaire londonien, un homme discret, qui venait parfois en train et où l'ordre des choses repose sur des gestes anciens. Toute modification suggère un déséquilibre. Et puis, il y avait Sibylle. On parlait d'elle comme d'une présence douce, presque invisible, toujours fidèle à sa tante. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais quitté le village, une existence en retrait, que l'on ne questionnait pas, mais dont on ne savait finalement pas grand-chose. Pourquoi Lady Eleanor l'avait-elle gardée si près et si longtemps? Et pourquoi cette discrétion, presque trop parfaite, autour de son statut? Était-elle simple nièce, ou autre chose que personne n'osait nommer? Certains prétendaient qu'un jour, Lady Eleanor l'avait appelée « ma fille », puis s'était reprise. Ce genre de lapsus ne se reproduisait pas 2 fois dans une maison comme celle-là. Et pourtant, personne n'avait cherché à en savoir davantage,
jusqu'à aujourd'hui. Je m'étais rendu chez Madame Lassé, sous prétexte d'emprunter un ouvrage sur les oiseaux du Devon. Une manière polie d'être invité à prendre le thé sans le demander. Elle m'accueillit avec la chaleur prudente des femmes qui ont appris à cacher leurs souvenirs dans les plis de leurs jupes. Nous parlâmes longuement de choses insignifiantes, du jardin, de la pluie, d'une recette oubliée. Puis, avec le naturel le plus absolu, je glissai une remarque sur les Rutland. « Je crois qu'il y a un nouveau cuisinier, non ?» Elle haussa les épaules. « Non, le même depuis l'an dernier. » Puis, sans que je n'aie à insister, elle ajouta « C'est Barnes qui a changé. Depuis qu'il s'est blessé à la main, ce n'est plus lui qui sonne. » Elle avait baissé la voix, presque malgré elle. Je ne dis rien. Mais je notais que son regard, en évoquant le majordome, avait légèrement vacillé. Une gêne ou un souvenir refoulé. Peut-être une scène à laquelle elle avait assisté sans comprendre. Ou qu'elle avait comprise trop bien. Les gens ne mentent pas souvent. Mais ils omettent. Et dans les omissions de Madame Lassé, je sentais se dessiner une crainte qu'elle n'osait pas nommer. Pas encore. Je n'avais pas l'intention de passer par la ruelle ce jour-là, mais mes pas me menèrent pourtant là, comme souvent lorsque les pensées devancent les jambes. Une jeune servante, que je reconnus à peine, s'arrêta net en me croisant. Elle hésita, puis se pencha vers moi. Elle a changé son testament, se fut dit dans un souffle, rien de plus. Mais le poids de ces mots me suivit longtemps après qu'elle se fût éloignée. Une semaine avant sa mort. Voilà ce qu'elle avait ajouté. Une semaine. C'était peu. Trop peu pour ne pas éveiller un frisson. Elle n'avait pas osé en parler à voix haute. Personne ne l'avait fait. Et pourtant, au fond de chaque silence, je sentais cette vérité enfouie. Quelque chose avait été modifié, écarté ou ajouté. Et cela changeait tout. Je n'avais pas revu Victor Rutland depuis son retour. On disait qu'il logeait dans l'aile est du manoir, celle que Lady Eleanor avait fait fermer après le départ de son mari. Le fait qu'il y dorme désormais prêtait à commentaire, comme tout ce qui, à Little Compton, rompt une habitude figée. Il sortait peu, ou alors à des heures où personne ne l'attendait. On le voyait parfois revenir de longues promenades, les poches vides, le col levé, les yeux ailleurs. Il saluait sans chaleur, avec une politesse si exacte qu'elle en devenait presque blessante. Ce n'était pas ce qu'il faisait qui nourrissait les soupçons, mais ce qu'on aurait voulu qu'il fasse et qu'il ne faisait pas. Il ne pleurait pas. Il ne s'indignait pas. Il ne semblait ni choqué ni abattu. Il était simplement là, comme un hôte dans une maison trop ancienne, trop chargée. Bientôt, tout cela prit forme. Les regards commencèrent à se fixer plus longtemps sur lui. Ses absences, ses allées et venues, ses silences, tout devint objet d'interprétation. On se demandait ce qu'il faisait à Londres, pourquoi il était revenu, ce qu'il savait et ce qu'il taisait. Je percevais dans l'air une forme de soulagement pervers. Avoir un coupable possible apaise bien des esprits. Et Victor, par sa froideur, offrait ce confort-là. Mais j'avais appris, avec les années, qu'un coupable trop commode est souvent un alibi pour d'autres vérités qu'on préfère ignorer. Ce fut Molly, la servante la plus discrète du domaine, qui glissa la première allusion. Elle ne parla pas directement à moi, mais je l'entendis, un après-midi, alors qu'elle changeait les fleurs de l'église. Il avait demandé de l'argent, dit-elle à la sacristine. Puis elle se tut, comme si la phrase l'avait surprise elle-même. Il ne fallut pas longtemps pour que les murmures prennent racine. Victor, disait-on, avait contracté des dettes à l'étranger, non pas des dettes ordinaires, mais des engagements d'honneur, des sommes qu'on ne réclame pas par courrier, des histoires de jeu peut-être, ou pire. Et puis il y avait cette dispute, survenue 3 jours avant la mort de Lady Eleanor. Barnes, le majordome, en avait été témoin. Il n'en avait parlé qu'à voix basse, dans la cuisine. Les mots avaient été durs. Le ton, inhabituel. Personne n'avait crié « manteau ». « Tu ne comprendras jamais ce que je suis devenu », aurait dit Victor. Et Lady Eleanor aurait simplement répondu « justement ». Il n'en fallait pas plus pour que l'ombre d'un mobile se dessine. Une mère fière, un fils humilié, une fortune en jeu, une querelle.
Et puis, une mort. L'enchaînement semblait trop logique, trop confortable. Et cela justement me mit mal à l'aise. Je pris le soin d'assister à l'office du dimanche. Non par besoin spirituel, mais parce que j'avais appris que certaines vérités se glissent dans les silences des prières et les hésitations d'un sermon. Le vicaire, un homme mesuré, peu enclin aux opinions, choisit ce matin-là de parler de la déception. Il évoqua les attentes placées en ceux qu'on élève, les blessures silencieuses, les héritages moraux trahis. Il ne nomma personne, bien sûr. Mais les bancs de la nef étaient plus tendus qu'à l'accoutumée. Victor, assis seul à gauche, ne leva pas les yeux une seule fois. Il restait figé, droit, presque absent. Je ne pouvais dire s'il écoutait ou s'il s'en protégeait. Après la messe, sur le parvis, les conversations furent brèves. Personne ne mentionna explicitement ce qui avait été entendu. Mais dans les regards, je lus ce que les mots n'avaient pas dit. Le vicaire, en déposant sa soutane, s'approcha de moi. Il me salua puis ajouta simplement « Il n'a jamais été à sa place ici. Peut-être que cela aussi tue. » Je ne répondis pas. Mais ce mot « aussi » vibra longtemps dans ma mémoire, car il laissait entendre qu'il y avait peut-être autre chose. Je rentrai chez Florence plus troublé que je ne l'aurais cru. Ce qui m'inquiétait n'était pas la noirceur des soupçons, mais leur clarté. Tout semblait si bien ordonné, trop bien. Un homme revenu au moment exact. Une dispute, des dettes, une mère exigeante, une mort, des témoins partiels, une tension palpable. Je connaissais ce genre d'alignement. Il évoquait moins un faisceau d'indices qu'un tableau dressé à dessein, comme un décor mis en place pour que chacun y trouve ce qu'il attend. Et à Little Compton, ce qu'on attendait, c'était que les secrets aient un visage connu. Je repensais à Barnes, à ce qu'il avait vu, ou cru voir. Je me demandais s'il n'était pas, lui aussi, tombé dans ce piège de l'évidence. Peut-être avait-il vu ce qu'on voulait qu'il voie. Peut-être que nous le faisions tous. Je n'avais encore aucune preuve. Mais une intuition insistante. Ce récit trop bien ficelé dissimulait autre chose. Et le plus dangereux, dans ce genre d'histoire, n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce qu'on croit savoir. C'est en flânant seul derrière le manoir, sous prétexte de m'intéresser au potager, que je découvris la remise. Elle était fermée, mais le loquet mal accroché avait cédé au moindre effort. L'intérieur sentait la poussière, l'huile rance et le bois vieilli. Des outils rangés là, des chaises hors d'usage, quelques malles. Et dans un coin, posée contre le mur, une cloche. Identique à celle que j'avais entendue tant d'années, chaque soir. Je m'approchai. Le métal était terni. Mais la forme, le poids, le motif gravé, tout correspondait. Il y avait donc 2 cloches, ou plutôt, une de trop. Je ne sus quoi penser. Pourquoi garder une copie? Ou était-ce l'original? Celle qu'on avait remplacée sans le dire, ou celle qu'on utilisait désormais, discrètement? Je sentis en moi cette pointe d'inconfort si familière, le pressentiment qu'une clé venait de m'être tendue, sans que je sache encore à quelle serrure elle appartenait. Ce que j'entendais, dans ma mémoire, ce n'était plus seulement le son d'une cloche. C'était le souvenir d'une note modifiée, d'un signal détourné. Et peut-être, d'un message dissimulé depuis le début. Ce fut dans la petite salle poussiéreuse attenante au presbytère que je trouvai ce que je ne cherchais pas encore consciemment. Le vicaire, que je connaissais depuis ses débuts, m'avait laissé consulter un tiroir rempli de papiers anciens, en prétendant chercher, lui aussi, des éléments sur les donations de la famille Rutland. Les documents n'étaient ni ordonnés ni complets, mais quelques feuillets attiraient l'œil par leur papier plus rêche, leur encre effacée par le temps. Il s'agissait d'un registre ancien, peut-être établi par un chapelain du XIXe siècle. On y évoquait une tradition propre à la famille Rutland. L'usage de 2 cloches. La première, dite cloche du soir, marquait la fin des travaux, le retour au silence, le moment du recueillement. La seconde, plus rarement utilisée, portait le nom de cloche de veille. Elle était réservée aux veillées funèbres ou, selon un passage plus ambigu, aux annonces graves concernant l'honneur ou le sang. Ce détail me troubla, car ce que j'avais entendu ce soir-là, dans l'air tiède d'octobre, n'était pas la cloche que j'avais connue pendant des années.
C'était une autre vibration, plus aiguë, moins douce. Comme une cloche-là avait été utilisée intentionnellement. Que voulait-on signaler? Une mort? Une menace? Ou simplement, et c'était peut-être pire, raviver un souvenir que personne ne souhaitait revoir s'élever dans l'air du soir. Je n'ai jamais prétendu posséder une oreille musicale. Mais certaines sonorités s'impriment dans la mémoire plus profondément que les mots eux-mêmes. C'est ainsi que je me rendis chez M. Traverse, l'horloger du village, un homme qui réparait les coucous et les carillons comme s'il soignait des enfants endormis. Je lui parlais de la cloche, de son timbre. Il m'écouta avec cette attention bienveillante qu'ont les hommes pour les femmes âgées qu'ils croient fantaisistes. Puis il me raconta que, dans sa jeunesse, il avait aidé à accorder les cloches du manoir. Il se souvenait parfaitement que les deux exemplaires, bien que similaires en apparence, différaient légèrement. L'une avait été coulée plus épaisse, l'autre possédait un défaut presque imperceptible dans le métal, ce qui altérait la résonance. Il m'affirma, avec une certitude tranquille, que si c'était bien l'autre cloche que j'avais entendue, alors quelqu'un avait sciemment choisi de rompre le rite établi. Je restai silencieuse. Mais je compris que le mystère ne résidait plus seulement dans la mort de Lady Eleanor. Il s'inscrivait désormais dans le choix d'un son, dans un message audible, certes, mais mal compris. Je revins vers Barnes. Le majordome n'avait rien d'un bavard, mais je savais que le silence, chez certains hommes, peut parfois dissimuler plus de regrets que de secrets. Il m'accueillit avec sa raideur coutumière, les yeux plus ternes que je ne les avais jamais vus. Je lui parlais de la cloche, comme on évoque un souvenir commun. Il répondit simplement qu'il ne l'avait pas actionnée ce soir-là, pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'on ne lui avait rien demandé. Sa voix trembla à peine, mais je notais ce léger retrait dans le regard, comme s'il craignait d'avoir fauté par omission. Je le pressai doucement. Il nia toute instruction. Mais son hésitation ne m'échappa pas. Il s'agissait moins d'un mensonge que d'une peur. Peut-être n'avait-il pas sonné, mais peut-être savait-il qui l'avait fait. J'interrogeai distraitement deux autres domestiques. Aucun n'avait vu Victor ce soir-là, ni dans la bibliothèque, ni dans les couloirs. Il aurait pu être dans sa chambre, ou ailleurs. Il aurait pu sortir. Il aurait pu revenir. Personne ne savait. Mais ce flou, ce vide précisément situé à l'heure où la cloche avait résonné, pesait sur moi comme une couverture mouillée. Ce n'était pas seulement ce qu'on ne savait pas. C'était ce que l'on ne voulait pas savoir. Je n'eus pas besoin de parler davantage. Le village, lui, se parlait à voix basse. Et parfois, ces voix me revenaient. Une vieille femme que je connaissais de nom plus que de vue m'accosta sur le chemin du lavoir. Elle portait un châle ancien, comme si elle venait d'un autre temps. Elle me dit sans préambule, « La deuxième cloche, on n'a pas le droit de la toucher. » Je ne répondis pas. Elle poursuivit. Ma mère disait qu'elle ne sonnait que lorsqu'un Rutland trahissait sa lignée. Elle s'éloigna ensuite, me laissant seule avec cette phrase à la fois trop claire et trop opaque. Je me mis à repenser à ce que l'on disait du passé de la famille, à ce secret que l'on devinait, mais que personne n'avait jamais voulu nommer. Il y avait eu un fils illégitime, une fille disparue, un héritier effacé. Les rumeurs ne mouraient jamais tout à fait à Little Compton. Elles s'endormaient, comme les graines sous la neige. Et si cette cloche-là, l'interdite, avait été utilisée non pour appeler, mais pour accuser? Était-ce un geste de vengeance ou de mémoire? Avait-on voulu rappeler quelque chose que d'autres avaient tenté d'oublier? Je n'avais pas encore la réponse, mais je sentais que la vérité, elle, avait déjà commencé à remonter à la surface. C'est Florence qui me prévint. Sa voix était blanche, comme effacée par l'émotion. Barnes, le majordome, avait été retrouvé sans vie, au fond du puits du jardin nord. Il était tombé, disait-on. Un accident. Les pierres humides, un faux pas. Mais aucun d'entre nous ne crut cela vraiment. Barnes n'était pas homme à s'approcher du puits sans raison. Il connaissait ce jardin mieux que sa propre poche. Je ressentis un froid diffus en l'apprenant. Pas de panique.
Juste ce frisson discret qu'on éprouve lorsque quelque chose s'éloigne définitivement, et qu'on comprend, sans pouvoir l'expliquer, que cela dérange l'ordre établi. La consternation fut feutrée, mais réelle. Le personnel choqué, Victor absent, Sibylle silencieuse. On ne parle pas du testament. On ne parle pas de la cloche. Mais tout le monde y pensa. Et moi, plus que les autres, je pensais à cette suite d'événements trop rapprochés. Une cloche interdite, un regard évité, un serviteur qui se tait. Et maintenant, le lendemain de la découverte du corps, tout sembla ralentir. Non pas d'une lenteur ordinaire, mais d'un engourdissement anormal, presque volontaire. Le manoir Rutland n'était plus le même. On n'y parlait plus à voix haute. On y bougeait sans faire de bruit, comme dans une maison endeuillée où la culpabilité, sans être nommée, circule entre les murs. J'observais les visages. Aucun ne m'affrontait tout à fait. Les serviteurs, autrefois empressés, glissaient d'une pièce à l'autre avec l'aisance mécanique de ceux qui veulent ne rien voir. Je tentais quelques questions, banales en apparence, mais les réponses n'avaient plus de chair. On me disait « je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne me souviens pas ». Des phrases qui, par leur répétition même, prenaient une lourdeur presque douloureuse. Victor ne descendait plus qu'en fin d'après-midi, pour s'enfermer dans la bibliothèque, seul. Il semblait moins éploré que figé. Comme si, ayant dépassé la douleur, il n'éprouvait plus que la lassitude d'un homme qui attend l'inévitable. Je le saluai un matin. Il me répondit poliment, sans détourner les yeux de l'ouvrage qu'il tenait entre les mains. Un recueil de poésie métaphysique, je crois. Sibylle, quant à elle, arpentait le parc, seule. Sa démarche était celle d'une femme préoccupée, mais son agitation semblait contenue, dirigée vers elle-même, comme si elle luttait contre une pensée envahissante. Je la vis plusieurs fois s'arrêter, les bras croisés, les yeux levés vers la façade du manoir, comme si elle espérait, ou redoutait, y voir apparaître quelque chose. Ce silence-là n'était pas le deuil, c'était autre chose. Une attente peut-être, ou un étouffement. Ce fut au détour d'un escalier que je retrouvai Victor, quelques jours après. Il portait toujours cette expression distante, mais ce jour-là, son visage me sembla moins fermé. Il m'adressa quelques mots, sans chaleur, mais sans hostilité non plus. Je lui dis que la disparition de Barnes m'avait bouleversé. Il acquiesça, puis murmura. C'était un homme loyal. Il s'éloigna aussitôt, mais pas assez vite pour que je manque ce bref raidissement dans ses épaules. Il n'avait pas menti, non, mais il n'avait pas dit ce qu'il pensait non plus. Il souffrait, c'était évident. Mais de quoi? Je ne retrouvais pas chez lui cette tension vive, nerveuse, que la peine sincère provoque parfois. C'était une fatigue plus froide, une forme de honte peut-être, ou d'inconfort, comme s'il portait un costume de douleur cousu trop serré. Je me surpris à penser qu'il avait peut-être aimé Barnes, non comme un ami, mais comme on chérit un pilier invisible de son existence. Et perdre ce pilier pouvait déséquilibrer un homme, surtout un homme comme Victor, qui n'avait jamais semblé très stable. Mais il y avait autre chose. Dans sa manière de tenir sa tasse, de refermer un livre, de regarder une horloge sans vraiment la voir, il y avait ces micro-gestes qui trahissent ceux qui luttent contre un souvenir précis. Un souvenir qu'ils ne veulent pas nommer, mais qui les hante chaque fois que le silence s'épaissit. Sibylle, d'ordinaire si discrète qu'on oubliait presque sa présence, devint soudainement visible, mais pas par volonté. Plutôt par décalage. Elle semblait ne plus savoir comment habiter l'espace. Je la croisai un matin dans le couloir. Elle tenait une écharpe dans sa main, mais la laissa tomber sans s'en apercevoir. Je la lui rendis, et elle me remercia d'un ton précipité, presque trop joyeux. Ce genre de gaieté forcée qu'on adopte pour masquer une panique sourde. Je la vis plus tard dans le salon. Elle faisait mine de lire, mais ses yeux revenaient sans cesse vers un coin de la pièce. Près de la console en acajou, il y avait une petite boîte à musique que Lady Eleanor affectionnait. Elle ne fonctionnait plus depuis des années, mais Sibylle la regardait comme si elle s'attendait à ce qu'elle se remette en marche. Son regard n'était pas tendre. Il était inquiet. Elle sursautait souvent, au bruit de pas, à un volet claquant, à une porte qui se refermait trop vite.
Elle tentait de ne rien montrer, mais ses mains, elles, parlaient pour elle. Toujours en mouvement, toujours en train d'ajuster un coussin, de lisser une nappe, de déplacer un bibelot, comme si l'ordre matériel pouvait empêcher le désordre intérieur de déborder. Je compris que Sibylle n'était pas en deuil. Elle était dans une forme d'attente nerveuse, comme quelqu'un qui sait que ce qui devait être caché ne le sera pas longtemps encore. Je passais plus de temps dans le jardin. Ce n'était pas une stratégie, seulement un besoin de silence. Mais parfois, dans le silence, on entend davantage. Un après-midi, le jardinier me raconta que le vieux chien de Lady Eleanor, un épagnol fatigué mais fidèle, refusait désormais de s'approcher de la chapelle. On le laissait souvent libre, et autrefois, latéral. Depuis la mort de sa maîtresse, il tournait le regard ailleurs, traînant vers le verger ou les rosiers, mais jamais là-bas. Je posais quelques questions, l'air de rien. Le jardinier haussa les épaules. « Les bêtes sentent ce qu'on veut pas dire », dit-il simplement. Je notais autre chose. Chaque fois que le chien passait près du puits, il ralentissait, puis s'arrêtait. Une fois, il grogna, pas fort. Un grondement sourd, presque honteux, mais suffisamment audible pour que je m'en souvienne. Il s'éloigna ensuite, la queue basse. Je ne tirais pas de conclusion. Je n'en avais pas besoin. Mais ce chien, que personne n'écoutait vraiment, m'avait dit quelque chose. Les animaux, eux, n'ont pas besoin de comprendre. Ils réagissent à ce qui est là, enfoui sous la surface. Et parfois, leur trouble est plus parlant que 1000 mots échangés dans des salons où l'on prétend que tout va bien. La chambre de Lady Eleanor avait été laissée intacte. Par respect, disait-on. Par crainte, peut-être. Je m'y rendis sans prévenir. Je ne cherchais rien, c'est souvent dans ces moments-là que l'on trouve. Sur la table de nuit, glissé entre deux ouvrages de piété, se trouvait un vieux carnet de prières. Reliure abîmée, page cornée par l'usage. Je le feuilletais lentement. Psaumes, cantiques, méditations, rien d'étonnant. Puis, entre deux feuillets, une note manuscrite, insérée comme un signet oublié. Une phrase, sans signature. Ne jamais la laisser seule avec lui, pas à nouveau. L'écriture était tremblante, comme celle de quelqu'un qui doute de la justesse de ses mots, mais non de la gravité de sa pensée. Il n'y avait aucun nom, aucun contexte. Mais je ressentis en lisant ces mots un froid ancien, venu de loin. Ce n'était pas une supposition, c'était un avertissement. Et s'il était resté dans ce carnet, c'est peut-être parce que Lady Eleanor n'avait jamais trouvé à qui le dire. Je refermais le livre. Les prières reprenaient. Mais je n'entendais plus que la voix de ce mot unique. Lui. Je m'étais assise près de Madame Lasset dans la petite véranda du presbytère, où l'après-midi semblait s'étirer avec la lenteur d'une dentelle ancienne. Nous parlions peu, par convenance plus que par goût, mais ce silence-là avait quelque chose de réconfortant. Alors, tout doucement, je laissais glisser une phrase, comme un fil comptant sans le tirer. Il y avait, dans mon enfance, un village où l'on prétendait qu'une cloche suspendue dans la grange du vicaire ne sonnait que lorsque quelqu'un mentait à propos d'un héritage. Madame Lasset leva un sourcil amusé, mais son regard vacilla. Elle ajouta comme en riant, « Oh, ici aussi la cloche du vieux manoir a fait parler d'elle, autrefois. » Puis elle se tut. Je ne posai aucune question. Je fis simplement mine de me rappeler autre chose. Mais les souvenirs, une fois convoqués, se bousculent comme les invités d'un salon trop petit. Elle reprit, la voix légèrement plus basse. Il y a eu une histoire, une querelle. Il est de ces secrets qu'on croit enfouis, mais qui fermentent comme des confitures oubliées dans un placard. Il s'agissait, comprenais-je à demi-mot, d'un différend ancien entre Lady Eleanor et un frère disparu trop tôt, au sujet d'une pension non versée, d'un enfant confié, d'un silence prolongé jusqu'à devenir habitude. Ce que Madame Lasset ne disait pas, et c'était peut-être là le plus lourd, c'est que tout le monde savait, jadis, et que tout le monde avait préféré oublier ou faire semblant. Je quittais le presbytère avec un malaise diffus, celui qu'on ressent parfois en retrouvant, dans un tiroir oublié, une lettre jamais envoyée. Plus tard, dans la salle à manger du manoir,
Mon regard se posa sur un petit napperon ovale posé au centre du buffet. C'était une pièce délicate, visiblement ancienne, brodée avec un soin presque obsessionnel. Je reconnus la main de Lady Eleanor, cette façon précise de lier les poings, cette sobriété élégante dans le motif. Mais c'est une petite inscription, en fil bleu à peine visible, qui attira mon attention. 3 mai 1907. Rien de plus. Juste une date, cousue entre deux arabesques. Une date n'est jamais neutre. Surtout dans une maison comme celle-ci, où chaque chose a sa place, chaque objet sa raison d'être. Je ne dis rien, mais je me promis de consulter l'ancien registre paroissial que conserve le vicaire. Le lendemain, ce fut chose faite. Ce jour-là, j'y trouvai trace d'une déclaration étrange. La disparition, jamais élucidée, une jeune fille nommée Elizabeth Rowntree, disparue sans laisser d'adresse. Aucun scandale officiel. Seulement quelques mots manuscrits en marge, renvoyés subitement. Je revins au manoir avec le cœur lourd. Cette broderie, d'apparence si anodine, marque silencieuse, cousue pour ne pas oublier, ou peut-être pour se souvenir seul, dans le secret. Car certains silences sont si pesants qu'on les brode. Ce fut la vieille madame, Greaves, employée depuis des décennies dans les maisons des Rutland, qui laissa échapper, au détour d'une remarque, une vérité voilée. Nous étions dans l'office, et elle pliait du linge sans grande hâte. Elle était toujours là, mademoiselle Sibylle, même toute petite. Mais on ne la montrait pas. Je m'enquis doucement. « Vous parlez de la nièce ?» Elle hésita, puis les yeux rivés sur un drap ancien qu'elle lissait machinalement, elle murmura. « Nièce, oui, c'est comme ça qu'on disait. » Je n'insistais pas. Le silence qui suivit parlait davantage que les mots. Un linge qu'on repasse 100 fois ne devient pas plus propre. Mais il finit par se trouer. Ce soir-là, dans la bibliothèque, je relus quelques lettres retrouvées dans le secrétaire de Lady Eleanor. Certaines étaient adressées à une S, sans jamais préciser le prénom. Mais une en particulier portait en bas un ajout raturé, griffonné à la hâte, dit assis. Le reste avait été barré, déchiré. Ce prénom, ce fragment, cette trace, pesait lourd. Plus lourd que n'importe quelle révélation. Car on ne rature que ce qu'on veut cacher, et on cache rarement par hasard. Je compris alors que Sibylle ne portait pas seulement le fardeau du silence. Elle portait celui d'un nom jamais assumé, d'un lien nié, et d'un passé qu'on avait préféré camoufler sous des formules vagues et des sourires bien élevés. Les légendes locales, comme les tapisseries anciennes, dissimulent parfois des scènes bien plus sombres que ce qu'elles montrent. Ce fut une remarque anodine de l'ancien intendant qui m'éclaira. Il y a eu une autre fois où la cloche a sonné, la nuit où Mary est tombée dans le puits. Je crus d'abord à une erreur, mais il insista. Une domestique, dans les années 20, on disait qu'elle avait voulu se noyer. Il se tut, mal à l'aise, comme s'il venait de raviver une blessure. Je fouillais les vieux registres de la paroisse, ce qu'on appelait autrefois les mauvais feuillets, et retrouvais une mention lapidaire, tentative de suicide présumée. Aucun acte, pas de nom de famille, pas d'enquête, seulement un prénom, Mary. Je cherchais plus loin, dans les archives de la Gazette de Compton. Un entrefilet, à peine visible, évoquait un scandale étouffé au manoir, une jeune fille renvoyée dans la nuit. Il ne m'en fallut pas davantage. Je compris que la cloche, dans ce domaine, n'avait jamais été symbole de fête ou d'annonce. Elle sonnait l'exclusion, le rejet, le silence imposé à celle qui dérangeait. Et parfois, ce silence devenait fatal. Cette cloche n'avait pas seulement résonné dans l'air, elle avait retenti dans les cœurs, comme un glas muet pour les invisibles. Je retrouvai Sibylle dans le petit boudoir attenant à la chambre de Lady Eleanor. Elle semblait perdue, debout au milieu de la pièce, tenant un foulard froissé entre les mains. Elle ne me vit pas tout de suite. Lorsqu'elle leva les yeux, ses traits se contractèrent, non de surprise, mais d'abandon. Je m'approchai sans un mot. Ce fut elle qui parla la première. Je savais, depuis longtemps, pas tout, mais assez pour comprendre que je n'étais pas comme les autres enfants. Sa voix était calme, mais le tremblement dans ses doigts trahissait la tempête intérieure. On m'a dit que j'étais la fille d'un cousin, que j'étais recueilli,
Mais il y avait toujours des regards, des silences. Et ce carnet, je l'ai trouvé un jour, dans la chambre de tante Éléanore. Elle me montra un petit cahier de cuir brun, usé sur les bords. À l'intérieur, quelques lignes maladroites. Elle est là. Elle ne doit jamais savoir. Sibylle se mit à pleurer, pas bruyamment. Des larmes lentes, douloureuses, comme celles qu'on retient depuis des années. Elle avait honte, n'est-ce pas? Honte de moi ou d'elle-même? Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Le secret était là, effiloché comme un fil trop tendu. Et à force d'avoir été tiré dans l'ombre, il avait fini par rompre. Je restais quelques instants debout, les mains jointes, tandis que les regards se posaient sur moi avec une politesse mêlée d'interrogation. Le grand salon du manoir avait cette atmosphère feutrée des lieux où l'on n'ose pas parler trop fort, même après la mort de celle qui les dominait jadis. Ils étaient tous là. Victor, le visage pâle. Madame Lassay, droite mais les lèvres pincées. Sibylle, un peu en retrait, les doigts posés sur l'accoudoir d'un fauteuil trop large pour elle. Les autres observaient sans mot dire, comme si la place même appelait au silence. Je demandais que l'on m'écoute, rien d'impérieux. Seule l'habitude permet de remarquer. Des petits gestes, des objets déplacés, des silences trop bien ordonnés. On les appelle des riens, mais ils trahissent ce que les mots ne disent pas. Je vis, sur quelques visages, une tension imperceptible. Une attente muette. Personne ne savait encore ce que je m'apprêtais à dire, mais chacun sentait confusément que cela les concernait. Je n'étais pas là pour accuser, seulement pour rassembler les fils épars comme une vieille tricoteuse qu'on aurait consultée sur une étoffe abîmée. Je m'assis enfin, sans cérémonie, et reprenais calmement. Tout commence bien sûr avec la mort de Lady Éléanore, et ce qu'elle voulait qu'on croie. Elle semblait paisible, dis-je, couchée dans cette robe grise qu'elle réservait aux veillées d'office. Même l'encens avait été soigneusement choisi. Une résine ancienne, presque oubliée, que seules les femmes d'un certain âge savent encore utiliser sans en abuser. Je me tus un instant. Mais ce n'était pas la paix qu'on avait voulu montrer. C'était une idée de paix, un tableau arrangé. Victor fronça les sourcils mais ne parla pas. Sibylle, elle, baissa les yeux. Elle avait peur, poursuivis-je. Pas de mourir, mais que son départ soit mal compris. Elle avait préparé cette scène, avec une précision qui n'appartenait pas à la résignation. Le châle soigneusement plié, les bougies alignées, la fenêtre entr'ouverte. Ce n'était pas un adieu serein, mais un effort. Une tentative pour contrôler le dernier regard que l'on porterait sur elle. C'est la peur, voyez-vous, qui pousse à tout mettre en ordre. Pas la quiétude. La peur qu'un secret survive plus longtemps que soi. Dans ce salon, la respiration même du passé semblait suspendue. Et je crois que Lady Éléanore savait que son geste n'effacerait rien. Mais elle espérait que cela brouillerait assez les pistes pour retarder les questions. Je vis une main se crisper sur un genou. Un souffle un peu plus court. La paix qu'on avait feinte n'était déjà plus là. Je me tournai doucement vers Victor, qui attendait, figé, entre défi et lassitude. Depuis le début, les soupçons l'entouraient, comme une brume qu'il ne parvenait pas à dissiper. Les dettes, les tensions familiales, ses allées et venues. Trop d'éléments, trop visibles. Vous avez des dettes, monsieur, c'est un fait. Et vous n'avez jamais caché votre irritation face à l'ancienne génération qui s'accrochait au domaine comme un naufragé à une planche pourrie. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Inutile de protester. Mais, ajoutai-je, vous n'avez jamais eu accès au dernier testament. Vous ignoriez même son existence, et les papiers n'ont été découverts qu'après ce que vous savez. Je pris soin de ne pas alourdir mes mots. Il ne fallait ni le disculper à voix haute, ni blesser inutilement. Ce que je veux dire, c'est que vous étiez parfait, précisément parce que vous faisiez un si bon suspect. Trop bon, trop simple. Madame Lassay hocha la tête lentement. Elle comprenait. Quelqu'un a misé sur vos défauts, sur vos maladresses. Et pendant que tous les regards se tournaient vers vous, une autre main œuvrait ailleurs, plus discrète,
plus rusée. Je vis alors les regards glisser vers Sibylle. Elle ne bougeait pas. Mais son visage avait changé. Non pas d'expression, mais d'intensité. Comme si, dans le silence, elle entendait quelque chose approcher lentement. Je me levai à peine, comme poussé par le besoin d'ordonner les choses à voix haute, non pas comme une accusation, mais comme on range des perles tombées au sol, une à une. La cloche n'était pas suspendue dans le bon sens. Une aversion minime, presque invisible. Mais celle qui l'avait touchée savait comment elle devait sonner, et comment l'empêcher de le faire sans la retirer. Une précaution, instinctive. Je laissai le silence se déposer. La lettre manuscrite qui devait être sur la table avait été déplacée. Non détruite, non cachée, simplement changée de place, assez pour qu'on la voie trop tard. Ce n'est pas un geste masculin. Les hommes suppriment, les femmes déplacent. Je ne vis personne réagir, mais le silence lui-même était devenu plus dense. Enfin, ce carnet de prières, posé bien en vue sur le prie-dieu, avec le signet glissé à une page sans importance. Cela aussi, c'est un geste de femme, pour faire croire que tout a été prié et que rien ne reste à dire. Sibylle n'avait pas bougé, mais son souffle s'était ralenti, presque trop calme. Je n'attendais pas d'aveu, je ne provoquais rien, je constatais. Et en constatant, je laissais à chacun la responsabilité de faire face à ce qu'il savait déjà. Je vis dans un coin de la pièce une ombre passer dans les yeux du vicaire, comme s'il se rappelait une gêne ancienne qu'il n'avait pas su former d'un accident, une marche mal éclairée. Certains hochèrent la tête, distraits. Mais il avait croisé Lady Eleanor dans la chapelle, la veille. Il y était allé par habitude, dit-on. Or, depuis quelques jours, il se montrait nerveux. Il avait même parlé d'un changement d'atmosphère. Je m'approchai un peu. Je crois qu'il avait vu quelqu'un, ou compris quelque chose. Pas une confession, pas un mot trop fort, mais assez pour que l'on comprenne. Et je crois qu'il en avait peur. Je me tus. L'idée qu'un homme silencieux ait été supprimé non pour ce qu'il avait dit, mais pour ce qu'il aurait pu murmurer, était plus lourde encore. Je me tournai vers Sibylle, non pour accuser, mais pour reconnaître. Elle avait mérité cela. Vous n'êtes pas une nièce. Elle baissa les yeux. Vous êtes la fille d'Eleanor. Née d'un amour qu'elle n'a pas pu dire, qu'on lui a interdit de revendiquer, et qu'elle a tenté, de toutes ses forces, de réparer, mais trop tard. Un frisson traversa l'assemblée, mais je ne m'y attardai pas. Ce plan, c'était le sien. Laissez tout entre vos mains, vous donner ce qu'on vous avait nié. Même si pour cela il fallait duper, dissimuler, et peut-être pousser. Sibylle ne pleura pas. Elle murmura seulement « Je voulais exister ». Je hochai la tête. Mais exister parfois coûte plus cher que l'on croit. Elle était pourtant toujours là, suspendue dans la petite tour de pierre, intacte, polie par les années, mais désormais muette. Non qu'on l'eût condamnée ou oubliée, non, elle semblait avoir choisi elle-même de se taire. Comme si, le mystère levé, sa voix n'avait plus lieu d'être. Le manoir Rutland, que j'avais connu vibrant de petites tensions contenues, de silence savamment maîtrisé et de regards glissants, s'était vidé de son murmure intérieur. Il n'y avait plus ce frisson sous les boiseries, ni ces pas qu'on imaginait dans l'escalier, ni cette tension à l'heure du thé. Même les murs semblaient moins attentifs. Les visiteurs, autrefois curieux, s'étaient raréfiés. Peut-être sentaient-ils, d'instinct, qu'il ne fallait pas revenir troubler ce lieu, comme on évite de parler à voix haute dans une maison en deuil. Il restait là un air de retenue, une sorte de politesse ancienne. Je ne retournais pas souvent au manoir. Une seule fois, après la révélation, pour saluer la gouvernante. Elle m'avait remercié d'un simple regard, sans rien dire, mais avec cette reconnaissance muette que seules les âmes simples savent offrir. Et dans le silence de ce lieu, j'eus cette impression curieuse. Ce n'était pas seulement le passé qui avait pris fin, mais le droit d'y faire du bruit. Victor partit tôt, un mardi matin sans lumière. Il ne demanda à personne de l'accompagner, et personne ne proposa. Il n'emporta qu'une seule valise, sans empressement, sans désordre.
Il n'y avait pas grand-chose à rassembler. Ni objet, ni souvenir. Le manoir, bien qu'il l'eût revendiqué à voix haute, ne l'avait jamais habité vraiment. Il y marchait comme un invité trop ancien, usé d'être mal accueilli. Je l'aperçus de loin, descendant la route vers la gare. Son pas n'était pas pressé, mais il n'y avait pas non plus cette lenteur des hommes qui se retournent. Il n'attendait rien, et ne laissait rien. Sibylle, elle, resta. Elle ne parla plus beaucoup, mais se tenait droite, le visage moins fermé qu'avant, moins dur peut-être. Comme si, une fois le mensonge levé, elle ne portait plus que son propre poids, non celui des autres. Elle se tenait souvent près de la petite serre, à l'abri du monde, les mains vides, mais les yeux remplis d'un temps qu'elle semblait interroger sans colère. Un jour, elle me dit simplement « Ce n'était pas pour moi, c'était pour elle ». Et je sus qu'elle parlait de sa mère, bien plus que d'un héritage ou d'un nom. Il n'y eut pas de pardon, ni de rupture. Seulement cette impression étrange que chacun reprenait sa place, dans un paysage qui, pourtant, avait été déplacé. Je m'installai chez ma nièce, dans le petit salon où le thé était toujours servi à la même heure, avec les mêmes gestes discrets et bienveillants. C'était une habitude, bien sûr, mais aussi un refuge. Ma nièce me parlait des enfants, des nouvelles de Sainte Mary Mead, des conserves pour l'hiver. Elle ne me posait pas de questions, et je lui en étais reconnaissante. J'avais besoin de silence, de ce genre de silence qui ne pèse pas, mais qui laisse aux pensées la place de se déposer. La tasse entre les mains, je repensais à Lady Eleanor, à la lettre déplacée, à cette cloche suspendue trop bas. Des détails, des riens, et pourtant, ce sont toujours eux qui parlent. Ce n'est pas le drame qui me fascine, mais ce qu'il révèle, ces fêlures anciennes, ces gestes que l'on croule lentement. Un carnet de prières laissé bien en vue, pour faire croire qu'on a prié. Je pensais aussi à Sibylle. Elle avait fait ce que d'autres n'auraient pas osé. Cela n'excusait rien, mais cela expliquait beaucoup. Dans ma tasse, le thé refroidissait, et je ne le buvais pas. J'écoutais le silence. Car il disait encore quelque chose. Il disait que ce qui est tu n'est jamais vraiment perdu. Le soir tomba doucement sur Little Compton, comme il le faisait depuis des années, avec cette lumière grise qui efface les contours et adoucit les souvenirs. Je me trouvais près de la fenêtre, les mains croisées, quand ma nièce entra pour me demander si je voulais un peu plus de thé. Je refusai d'un signe. Il y a des jours où l'on préfère garder le goût ancien d'une tasse que l'on n'a pas finie. Je pensais à ce que nous oublions volontairement. On parle souvent du son de la cloche, de ce qu'il annonçait, du malaise qu'il suscitait. Mais ce n'était pas le son, non. C'était ce qu'il dissimulait. Une douleur ancienne, cachée sous le vernis des convenances. Lady Eleanor avait vécu dans cette illusion tranquille, mais elle n'en ignorait pas la fragilité. Sibylle, elle, avait refusé cet oubli, à sa manière, imparfaite et cruelle. Et moi je pensais aux choses que l'on choisit de ne pas dire, aux vérités qu'on ne crie pas, parce qu'elles sont trop humaines, trop mêlées de honte et d'amour, trop vraies, en somme. Je murmurais pour moi-même, en regardant les premières étoiles. Ce n'était pas la cloche. C'était ce qu'elle avait toujours su, au fond, et qu'elle n'avait jamais pu dire. Ma nièce n'entendit pas, mais les vieilles dames ont l'ouïe fine, surtout quand il s'agit de mensonges. Le manoir Rutland s'est refermé sur ses secrets comme une vieille lettre jamais postée, jaunie, effacée, mais encore vibrante de ce qu'elle aurait pu révéler. Il ne reste que le silence, et cette cloche muette, témoin d'un amour caché, d'une honte trop longtemps portée, d'un héritage tissé dans le non-dit. Mais dites-moi, à votre avis, peut-on vraiment réparer une injustice sans en commettre une autre? Et que seriez-vous prête à taire pour protéger ce qui vous est cher? Partagez votre pensée en commentaire, et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager ou vous abonner. Merci d'avoir écouté.